cet accueil. C'est sûr que pour un éditeur jeunesse, nous avons toujours à faire notre place. On pousse un peu les adultes, je ne dirais pas jusqu'à la mort, mais pour faire entendre notre voix dans la mesure où la littérature que nous défendons est souvent considérée comme une littérature mineure. Alors, mineure ou pas mineure, pour moi, c'est une littérature. Et nous travaillons dans une maison avec beaucoup d'écrivains. Des écrivains qui sont parfois aussi écrivains pour adultes, mais aussi des écrivains qui ne publient que, entre guillemets, pour la jeunesse, ce qui est un peu le cas de Marie-Christophe. Donc les ouvrages de Marie-Christophe, j'ai juste 2 mots de cela, sont parus dans une collection qui est propose à ce récit. Et il y a 3 titres qui sont parus. D'abord, c'est le secret de famille, Nina Paradis, et puis après un livre très intéressant sur une marionnette de Paul Klee. Et le dernier est paru dans une collection qui est nouvelle pour nous, qu'on a appelée e-book, H-I-B-O-U-K. Un petit clin d'œil à ce que vous comprenez, d'autant que le hibou est l'emblème de notre maison, donc nous étions parfaitement à l'aise avec cette utilisation. Voilà, Marie-Christophe est une personne très agréable, parce que les rapports avec les écrivains ne sont pas toujours simples, comme chacun le sait, et elle a un parcours intéressant puisqu'elle est architecte et urbaniste, qu'elle a cette formation, cette double formation, elle est aussi scénariste. Elle a écrit plusieurs pièces de théâtre pour marionnettes et bandes dessinées pour adultes, publiées chez Delcourt. Elle a également travaillé comme scénariste pour les programmes jeunesse de la télévision suisse romande. Et en plus, elle est musicienne. Elle joue du piano dans l'ensemble du Moulin de Bâle. Voilà, une personne très éclectique en quelque sorte et qui a une grande disponibilité, grande générosité, attentive à toutes les remarques que vous pouvez lui faire. C'est un vrai plaisir de travailler avec toi. Alors maintenant, on va t'entendre. Merci pour ça. Merci d'être là et merci pour cette invitation. Je crois que vous voulez qu'on enregistre ou je pense que sans micro. C'est pour vous, c'est le micro. Je crois que ma voix porte suffisamment. Je propose qu'on essaye de faire une lecture sans micro et puis le cas échéant, voilà, on a un micro à disposition pour la lecture. J'ai choisi de vous lire donc Mathilda à l'heure d'été, le premier chapitre. C'est le 4e livre, en effet, qu'on a fait ensemble. Quand je dis c'est vraiment ensemble, c'est-à-dire que l'écriture est un moment solitaire, on aura l'occasion d'en parler après, mais l'écriture est un moment solitaire et il n'est rien sans le moment qui vient immédiatement après, qui est celui de la lecture de la maison d'édition, de l'éditrice, parce que c'est souvent quelque chose qu'on fait ensemble, et de toutes les remarques, toutes les discussions qui ramènent à une transformation du texte, parfois grande, parfois mineure, qui fait absolument partie du processus de mise en œuvre d'une idée et d'une histoire. Mathilda à l'heure d'été. De l'importance d'avoir un éléphant ou un crapaud chez soi. Il paraît que les animaux sentent l'arrivée des catastrophes naturelles. Les uns hurlent à la mort, les autres sont très agités. On se souvient des éléphants qui avaient désobéi à leur cornac quelques heures avant le tsunami dans l'océan Indien. Et les histoires de tremblements de terre sont pleines de mammifères ou de crapauds dont le comportement inhabituel a sauvé les humains de la mort. Dans notre appartement à la cité de Mérin, il n'y a pas de balcon et donc pas d'animaux. Et de ce fait, ni éléphant ni crapaud qui aurait pu me prévenir de ce qui allait m'arriver ce fameux mardi. Le mardi est le seul jour de la semaine où nous avons tous le même horaire, lever en même temps dans la salle de bain en même temps et au petit déjeuner en même temps. Nous n'avons beau n'être que mon père, ma mère et moi, notre appartement est toujours plus petit le mardi. On se bouscule, on se marche sur les pieds. Ma mère, qui veut toujours tout contrôler, me fait ses remarques habituelles sur ma manière de me coiffer, et mon père n'arrive pas à boire son café sans faire un petit exaspérant. Pourtant,
Même si je devais me faire couper en morceaux plutôt que de le leur avouer, rien au monde ne me ferait manquer ce petit déjeuner. Bien sûr, rester toute seule présente un certain nombre d'avantages, comme celui de mettre autant de sucre que je veux dans les céréales, ou de bouquiner en mangeant sans qu'on me dise 20 fois que je vais en mettre partout. À 13 ans, j'ai passé l'âge, non? Mais les mardis, mon flic de père ne peut s'empêcher de venir petit déjeuner avec son ordinateur portable pour faire, avant même de se rendre au poste, le point sur les dossiers qui le concernent. Mes mardis matins sont pleins de faits divers et d'histoires variées que je peux proposer ensuite au journal du collège. C'est grâce à ces mardis qu'on m'a nommée responsable de rédaction, puisque je suis toujours la première informée de ce qui se passe dans la cité. En plus, mon père accepte de répondre à presque toutes mes questions. Pour le reste, je mène l'enquête moi-même, sauf lorsque mon père me l'interdit formellement. Je n'ai par exemple pas pu interviewer cet homme qui se faisait appeler le justicier de la cité et qui collectionnait les haches et les migales. Dommage. J'ai aussi dû renoncer à rencontrer ce physicien qui avait imaginé différents explosifs pour, selon ce qu'il avait dit aux policiers venus l'arrêter, débarrasser la galaxie de notre planète. Super dommage. En revanche, mon père ne m'a jamais formellement interdit de parler des cambriolages qui ont eu lieu aux 4 coins de la cité ces dernières semaines. Il a confiance en moi, c'est normal. On me considère comme la fille la plus raisonnable du collège, voire de la cité tout entière. Celle qui ne traîne pas derrière les piliers du forum au centre commercial. Celle qui ne descend pas à l'autre centre commercial, celui où les filles de mon âge vont au cinéma et où d'autres passent leur fin de soirée, mais aussi tout leur week-end. En fait, je suis si raisonnable que mes parents en sont presque un peu inquiets. Je n'aurais peut-être pas dû leur dire que je préférais la compagnie des nombreux chiens de la cité que je vais promener pour me faire de l'argent de poche à celle de certains garçons qui fréquentent mon collège. Mais ça, je l'ai dit uniquement parce que ma mère a tenté de m'arranger un rendez-vous avec le Jérôme qui est dans ma classe, sous prétexte que sa mère est une collègue de boulot et qu'elle est très sympathique. Quand je vous disais que ma mère veut tout contrôler. Mon père compose son numéro de code pour entrer dans le site intranet de la police. Il m'interdit de regarder cette phase de l'opération, alors je regarde le plafond. Ça ne servirait à rien de lui révéler que l'abat-jour en aluminium de notre cuisine reflète le clavier de son portable presque aussi bien qu'un miroir. Il a déjà assez à faire avec ma mère qui lui répète chaque mardi de faire attention à ne pas renverser du café sur le clavier. Et pourtant, il a lui aussi passé l'âge, non? Ça alors, s'exclame mon père, et une grosse goutte de café tombe sur son clavier. Ce qu'il vient de découvrir en se connectant sur le site interne de la police, c'est que si les cambrioleurs de la cité courent toujours, le butin, lui, a été retrouvé. Enfin, presque tout le butin. Dès aujourd'hui, il est prévu de rendre les objets volés à leurs propriétaires sur la base des déclarations de vol et des photos qui ont été remises à la police. Enfin, qui l'a retrouvé et où, je demande. Mon père me fait signe de me taire, puis m'explique tout de même que c'est en voulant vider le conteneur derrière la mairie que le concierge communal a retrouvé le sac où tous ces objets et d'autres étaient entassés pêle-mêle. Tout en buvant le reste de son café à petites gorgées, il fait défiler les photos sur son écran. Une bague ornée d'un diamant, des bracelets, des montres d'hommes et de femmes. Dans la liste que je retiens mentalement, parce que si je prends des notes devant mon père, ça le fâche, allez comprendre pourquoi, il y a aussi une boîte en argent contenant une mèche de cheveux de chaque membre d'une famille, depuis l'arrière-grand-oncle resté au pays jusqu'à la petite fille née cet hiver à la maternité de la cité, un sac brodé plein de dents en or et un caméléon empaillé coiffé d'un tout petit sombrero en paille. Dans tout ce fatras, le seul bijou qui manque à l'appel est une broche dorée en forme de cygne dont le cou entoure une espèce de pierre bleue. Je m'en penche pour mieux voir. Ce n'est ni le plus beau ni le plus cher des objets volés. Pourquoi celui-ci manque-t-il? Est-ce qu'il aurait été perdu en route? Pourquoi les voleurs ont-ils rendu le reste? J'ai toutes ces questions et bien d'autres à poser à mon père, mais ma mère désigne l'horloge murale. C'est l'heure. On ne discute pas les horaires avec ma mère. Mon père ferme son portable et finit son café dans un dernier. Tant pis. J'irai au commissariat de la cité après le collège pour obtenir d'autres informations. Juste le temps de mettre mon bol dans l'évier, de prendre mon sac dans le couloir. Salut, au revoir ma chérie. Le temps de prendre mon manteau, de l'enfiler. Ah, ce n'est qu'une fois sur le palier que j'ai un doute. Est-ce que j'ai pris mes clés?
Je plonge mes mains dans les poches de mon manteau, tandis que les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur le visage très maquillé de Madame Tissot, 9e droite, accompagnée par son bichon maltais gavé de biscuits. Il grogne en me voyant. « Salut, Busy !» je lui réponds, tout en cherchant ces satanées clés qui sont sans doute coincées dans la doublure de ma poche. Je farfouille tout au fond de ma poche. « Aïe !» Busy fait un petit bond, comme le jouet à pile que j'ai offert au fils de notre concierge à Noël. « Aïe ! Aïe ! Super aïe ! Je viens de me planter quelque chose dans le doigt. On dirait une épingle. Qu'est-ce qu'elle fiche dans ma poche ?» Je sors ma main douloureuse et l'objet qui l'a blessée. Ce n'est pas une épingle, c'est une broche. Une broche. « Alors, tu te décides ?» J'avance ensemble Busy et sa maîtresse en me voyant figée telle à Yuka dans son pot. Je me détourne. « Excusez-moi. » Les grommellements de Madame Tissot m'accompagnent tandis que je pousse la porte de l'escalier de secours. Là, dans ce refuge qui sent les cuisines et les poubelles, je sors à nouveau l'objet du fond de ma poche. C'est bien une broche, avec une pierre bleue entrelacée dans une sorte de signe en métal doré. Ce bijou, je viens de le voir sur l'ordinateur de mon père. C'est le dernier des bijoux volés dans la cité qui n'a pas encore été retrouvé. Alors que fait-il dans la poche de ma veste ? Je continue encore. La suite. Un petit bout. Le jour où personne n'a compris ce qui se passerait. Je l'ai lu quelque part, les personnes qui ont eu un accident sont souvent capables de vous décrire l'insecte qui s'est posé sur une fleur à côté d'eux, mais ne se souviennent pas des événements dont ils ont été victimes. Des petits détails prennent toute la place dans leur mémoire. C'est tout le problème des interviews lorsqu'on cherche à raconter les faits tels qu'ils se sont réellement déroulés. C'est tout mon problème en ce moment. J'essaye de me souvenir de mon réveil, de mon petit déjeuner et même de la soirée qui a précédé ce mardi matin. Bref, je tente de rassembler tous les souvenirs qui pourraient me permettre de comprendre comment cette broche est arrivée dans ma poche. Mais voilà ce dont je me souviens. De la couleur du frigo, où se trouve encore la carte postale que m'a envoyée Jérôme, surtout sa mère, à Pâques, du petit bout de ticket de bus coincé sous la plainte de l'entrée, des traces de doigts sur la porte intérieure des toilettes juste à la hauteur de la serrure, et, sur le cadre en bois à côté de la cuisine, des lignes au stylo bille que mes parents ont régulièrement tracées juste au-dessus de ma tête pour marquer ma croissance dès mon 3e anniversaire. Rien que des petits détails. J'ai imaginé m'arrêter là, je tourne vers Aurélie Cochet, savoir quelle est... Moi, c'est un peu vous voulez, mais on serait aussi curieux de lire, de savoir d'autres livres, mais si vous voulez, on a le temps, donc on pouvait lire encore peut-être un chapitre. Encore un chapitre Alors, tout le monde est d'accord, je sais pas. Je vous lis encore un... Hein, je lis encore un petit chapitre. C'est le 3e chapitre. Le jour où j'aurais bien aimé pouvoir me reposer. Heureusement, comme d'habitude, je suis seule à midi. Tant mieux. Je vais en profiter pour essayer de me calmer et faire le point. Je ferme la porte de notre appartement à double tour, puis je m'enferme dans la cuisine. Là, je tire les rideaux avant de sortir la broche de ma poche et de la poser sur la table. C'est la première fois que nous nous retrouvons face à face, et je suis plutôt impressionnée. J'ai cru que c'était un bijou fantaisie, du métal doré, une pierre en plastique. Mais maintenant que je regarde attentivement ce volatile aux ailes déployées et cette pierre bleue, je vois bien qu'il s'agit d'un vrai bijou. D'ailleurs, au dos, je découvre le poinçon gravé qui prouve la valeur de l'objet. Il y a une autre inscription. C'est une série de traits verticaux terminés par des virgules. Ça ressemble à des 3 écrits à l'envers. C'était peut-être le nom du propriétaire, mais l'usure a effacé la moitié des lettres. C'est illisible. Je n'en tirerai rien de plus. Sur le meuble devant moi, les recommandations de ma mère pour organiser le repas de midi me regardent d'un air de dire « Et maintenant ?» Je détourne les yeux. « Et maintenant ?» Je me ronge machinalement l'ongle du pouce droit. J'entame celui de mon index lorsqu'une idée surgit. J'espère que c'est une bonne idée. J'ai l'impression que toute la cité peut me voir entrer le numéro de code de mon père dans le site intranet de la police pour retrouver les photos des objets volés. Les bagues, les bracelets et les montres défilent. Certains sont posés sur des tables, d'autres sur des tissus, mais la plupart sont portés au bras ou aux doigts de leur propriétaire. Voici la broche. Elle est accrochée à une cravate.
Je distingue aussi la moitié d'une main aux doigts puissants, la main d'un ongle certainement. Je n'ai jamais vu des ongles aussi soignés. Je me demande ce que mon père en penserait. Mon père. Pourquoi est-ce que je ne lui en ai pas encore parlé? Je cache nerveusement la broche au fond de ma poche car une idée nouvelle vient de pointer le bout de son vilain nez dans la cuisine. Plus j'attendrai pour révéler que je détiens ce bijou, plus je pourrais être considérée comme coupable. Coupable de dissimuler un objet volé, soupçonné de l'avoir volé ou d'être la complice des voleurs. Heureusement, avant que je sois complètement ivre, avant de se tourner en rond dans ma tête, le téléphone sonne. C'est l'antenne d'aide communale aux aînés. J'y travaille régulièrement après les cours. Mathilda, Dieu merci, tu es là. Je cherche quelqu'un pour remplacer Gaël à 4 heures. D'habitude, il s'occupe du vieux village. Enfin, je sais bien que ce n'est pas ton secteur, mais enfin, si jamais tu es libre... Oui, super, oui, du boulot. C'est tout ce qu'il me faut pour fuir ce cauchemar. Surtout si je peux m'éloigner de la cité, même si ce n'est que pour quelques heures. J'aimerais dire quelque chose avant qu'on parle de... On est ici pour parler des sources d'inspiration et de la muse, mais il y a quelque chose de très drôle qui se passe avec les livres, à la joie de lire et la collaboration qu'on a avec Francine depuis toutes ces années, c'est que toutes ces histoires sont tout à fait inventées et pour finir, elles sont vraiment arrivées. C'est-à-dire que en fait, on était en cours de relecture, de fabrication, enfin du livre, quand en Suisse allemande, je ne sais plus où, mais bref, en Suisse allemande, il y a eu dans un container un sac trouvé par un fonctionnaire communal avec toute une série de montres qui avaient été volées dans un musée quelque temps auparavant, et il ne comprenait pas pourquoi ces objets avaient été lâchés comme ça, pourquoi les voleurs s'étaient débarrassés de leur butin. Alors je ne sais pas s'il est arrivé la même chose à ces voleurs que ce qu'il arrive à Mathilda dans la suite de cette histoire, mais à chaque fois, que ce soit avec le secret de famille ou bien à plus forte raison la marionnette, on a eu tout d'un coup la réalité qui nous a rattrapés un petit peu après ou pendant la construction du livre. C'est vous qui êtes la source d'inspiration Il y a le personnage dans Qui a volé la marionnette qui s'appelle Samuel Zenger, qui est à la fois policier, informaticien et qui se retrouve au centre au centre Paul Klee, au beau milieu du vol d'une marionnette, de la marionnette autobiographique de Paul Klee. Et quelques temps après que le livre soit sorti, on a reçu le message d'un monsieur qui dit « Écoutez, je ne sais pas si vous pensiez à moi, mais je m'appelle Samuel Zenger, je suis informaticien. » Donc voilà, je ne sais pas. Enfin, vous savez, cette fameuse phrase sur la fiction, la réalité, nous, on est vraiment en plein dedans en ce qui concerne ces trois livres. J'hésite pour la prochaine histoire. Est-ce qu'on peut entendre justement peut-être des extraits de Qui a volé la marionnette pour peut-être découvrir un autre univers, un autre style d'écriture? Je ne sais pas si vous aviez prévu de lire après. Alors, moi je suis ouverte à toute proposition. Ce que je dois vous dire, c'est que là, je n'ai pas avec moi Numéro Paradis, mais qu'importe. J'ai toujours cette écriture qui est de l'ordre, pas du carnet intime, mais de la réflexion intérieure. C'est toujours des jeunes filles, c'est toujours écrit à la première personne. Qui a volé la marionnette, c'était une commande du centre Paul Klee. Le défi, si vous voulez, qu'on m'a lancé, c'était est-ce que tu crois, Marie-Christophe, que tu pourrais parler d'art à un jeune public, puisque la tranche d'âge, pour toute, disons, floue qu'elle soit, parce qu'on sait qu'elle est indicative, on va dire, c'est 12-14 ans. Est-ce que tu penses que tu pourrais raconter quelque chose sur l'art moderne à des enfants de cet âge dans un livre sans illustration? Puis j'ai commencé par dire non, certainement pas. Et puis après, je me suis laissée piquer par le défi, la question, et est sorti Qui a volé la marionnette. Simplement, comme il s'agissait de raconter, de parler d'art à un jeune public, je ne me suis pas permis, mais vraiment c'était
une règle que j'ai posée dès le départ, de me glisser dans la peau d'une adolescente. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment cette certitude, ce sentiment qu'il y a deux moments dans la découverte d'une œuvre d'art. Il y a quelque chose qui est d'ordre, comme la lecture, quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, de l'émotionnel, du ressenti, et ça appartient à chacun. Et puis après, en tout cas, quand il s'agit d'un livre qui parle d'un corpus existant, ou bien d'une œuvre d'art, il y a un travail, il y a un contexte, il y a un sens, et que l'un doit aller avec l'autre pour avoir l'entier de l'œuvre d'art, mais que dans une première approche, je ne voulais pas, moi, adulte, me substituer à un enfant en faisant semblant d'être un enfant qui découvre les œuvres d'art du Centre Paul Klee. Donc, Qui a volé la marionnette, c'est le père, c'est la seule fois que j'écris à la place, certes d'un homme, mais d'un adulte, et c'est un jeu d'un adulte. Donc, il y a quelque chose, si vous voulez, dans le ton qui est peut-être... Enfin, voilà, moi, je vous lis l'arrivée de Samuel Zenger est donc dépêché à Berne pour un stage, pour un échange entre corps de police suisses. Et pendant ce séjour, on vole la marionnette de Paul Klee au centre, et il est évidemment, parce que c'est l'été, parce qu'il y a peu de monde, parce qu'il est là, parce qu'il est disponible, pris dans cette enquête. Et malheureusement pour lui, en même temps, sa femme qui est restée à Genève avec leur fille de 13 ans part dans un congrès à Bruxelles, et puis il lui dit enfin maintenant je t'envoie Léna, tu fais ta part. Bref, il y a de l'eau dans le gaz entre ces deux-là. Léna en fait les frais, elle est envoyée à Berne malgré elle, et Samuel reçoit sa fille Léna malgré lui. Et un peu, si vous voulez, puisque je ne vais pas évidemment dire toute l'histoire, mais pour vous donner le fil conducteur, ces deux-là vont apprendre à se connaître, et parallèlement, ils vont apprendre à connaître Paul Klee, son œuvre, à travers sa marionnette, qu'il commence par trouver très moche, et puis sur laquelle ils construisent petit à petit un rapport, une relation, on va dire. Et là, c'est Léna qui arrive, elle a été vraiment jetée dans le train par sa mère, qui a appelé son père entre deux et qui a dit voilà, elle arrive. Donc il se dépêche, il est à la gare. C'est le deuxième chapitre, ça s'appelle Le pantalon de Léna. Et puis ma Léna est descendue du train. Toute jolie Léna aux longs cheveux bruns et aux yeux si noirs lorsqu'ils se sont posés sur moi. T'étais obligée de venir en uniforme. Tu as fait bon voyage ? C'était sans doute un peu maigre après un mois d'absence. Je l'ai embrassée avec autant de détachement qu'il est possible pour un papa face à la gêne agacée de sa fille et au regard inquisiteur des badauds envers ce type affublé d'un badge officiel et du sac de sport Destiny's Child d'une adolescente. Nous n'avons pas dit grand-chose jusqu'au parking. Une fois dans la voiture, j'ai cru bon de préciser. Je dois encore déposer un dossier pour le boulot, après on ira manger, ensuite je t'amènerai chez Ours et Sarah. Silence. J'ai commencé à chercher de la musique à la radio pour détendre l'atmosphère, mais mon portable a sonné. M'a dit, elle voulait s'assurer que Léna était arrivée à bon port. Rassurée, elle m'a marmonné un remerciement avant de me raccrocher au nez. Encore ? Léna m'a jeté un bref coup d'œil, puis s'est détournée. Je lui ai mis une main sur le bras. Tout va bien ? Pour toute réponse, elle a grommelé. Je n'irai pas chez Ours. S'il te plaît, chérie, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je n'irai pas, c'est tout. Génial. C'est tout ce dont j'avais besoin. Le centre Paul Klee se dressait déjà devant nous. C'était la première fois que je découvrais ce bâtiment construit par un architecte italien. 3 vagues de bois et d'acier qui surgissent du coteau, juste au-dessus de l'autoroute. Depuis le parking, les 3 vagues devenaient 3 collines émergeant d'un champ de blé doré. Magnifique ce blé. J'ai demandé à Léna de prendre la pause, ce qu'elle a fait de mauvaise grâce. C'est là, dans l'objectif de mon appareil, que j'ai vu son nombril. Maman sait que tu as le nombril et le haut des culottes à l'air avec ce pantalon ? Haussement d'épaule de Léna. C'est elle qui me l'a offert pour mon anniversaire. Son regard a ajouté, auquel tu n'étais pas, puisque tu venais d'arriver à Berne.
Oui. Quand même, Léna, tu es bien sûre que c'est de ton âge? J'ai eu 13 ans, papa, tu t'en souviens? Une question en forme de constat et de reproche, une technique héritée de sa mère. Et de moi, me suis-je demandé, en suivant cette jeune gazelle qui avait fait volte-face et se dirigeait vers les collines du centre politique. Qu'a-t-elle hérité de moi? Voilà. Y a-t-il des réactions, des questions peut-être dans la salle? Je vous en prie. Moi, je suis très intéressé par cette lecture et ce que vous avez dit sur le public. Vous avez dit 12-14 ans. Alors, je vais vous poser une question extrêmement naïve, parce que j'imagine qu'on y a déjà répondu 1000 fois. Comment est-ce qu'on décide du public 12-14 ans? Il y a des enfants de 12 ans qui sont encore des petits enfants. 14 ans, il y a des filles qui sont déjà assez, disons, débrouilles. Comment fait-on? Et par exemple, au niveau du vocabulaire, j'ai entendu le mot inquisiteur, qui n'est pas un mot courant pour les jeunes enfants. Enfin, je crois que vous avez compris la question. Comment est-ce qu'on détermine l'âge et comment est-ce qu'on s'adresse à un public d'un âge particulier? Enfin, voilà, Il y a sans doute une question à deux réponses, parce que il y a la réponse de l'éditeur. Pour moi, si vous voulez, il y a une... D'abord, c'est pas une question naïve, parce que c'est une question qui est infinie et que vous avez parfaitement raison. Vous ne rencontrez jamais une catégorie d'enfants, mais 1000 gens, 1000 possibles, 1000 lectures, 1000 écoutes, et de ce fait, c'est presque illusoire d'imaginer que c'est vraiment dans cette tranche d'âge que les choses se passent. Néanmoins, il y a une espèce d'évidence pour moi dès le départ de l'écriture, et c'est pour ça, et Francine l'a rappelé, j'écris. Oui, la plupart, je dirais, le 90% des choses que j'ai écrites étaient pour des adolescents, des jeunes adolescents, parce que je crois que il y a une espèce à la fois de simplicité possible, raconter les choses simplement, et puis surtout c'est ce moment, je crois, à l'adolescence, surtout pour les filles, dans ces moments-là, les garçons ça se passe un peu différemment, un peu autrement, où tout change. Et du jour au lendemain, à peu près, tout change. Et il y a du coup une espèce de disponibilité nouvelle que les parents, et ça arrive avec nos enfants, ne voient pas, mais je trouve qu'il y a une écoute, une espèce de générosité, oui, de disponibilité à entendre, à lire, à voir, et qui moi me touche, et si vous voulez, dont j'ai pris conscience au moment où je suis devenue maman. Il y a une espèce de regard possible sur d'autres états de la vie. Je me suis dit, finalement, c'est ce moment où on sort d'un premier cycle et on ouvre les yeux sur le monde autrement. Après, donc j'avais vraiment j'ai ce plaisir d'essayer de raconter des histoires, non pas en les simplifiant, mais en pensant à ce moment à ce premier moment où tout est possible, où tout est ouvert. Et en même temps, si vous voulez, le vocabulaire pour moi doit être le plus précis possible. Et de même que je trouve très désagréable, j'aurais trouvé désagréable de me glisser dans la peau de Léna pour parler d'art, parce que je ne sais pas comment un enfant à 13 ans, je ne me rappelle plus comment un enfant à 13 ans vient et investit une œuvre d'art. Par contre, je connais ma manière. Autant je n'ai pas envie d'utiliser un langage qui, soi-disant, serait, si vous voulez, lié à cet âge-là. J'essaye d'utiliser un langage qui est lié, qui est cohérent avec l'histoire telle que je la raconte. Et par rapport au vocabulaire, vous avez cité inquisiteur, on est tout le temps en discussion, je dis tout le temps, quand je vais voir des classes, quand je m'entoure avec des enseignantes, et il y a 1000 attitudes. Il y a des gens qui disent oui, c'est très compliqué, d'autres qui me disent ah non, mais ça a été, et puis des lectures qui se font très facilement, d'autres pas.
Mais je tiens à avoir ce langage-là. Il me semble à la fois simple, complet et adapté. Et j'ai de la peine à lire ces livres qui sont émaillés de mots jeunes, ou bien de mots très grossiers, parce qu'il y a aussi une certaine littérature qui utilise. Voilà, ça me va pas. Mais c'est vrai que je ne sais pas comment ça se passe pour justement. Enfin, moi, je me tourne vers toi parce que c'est une question qu'on se pose tous les jours. Je crois qu'il y a plusieurs réponses possibles, enfin plusieurs pistes de réflexion à avoir. Il y en a une pragmatique qui est de se dire, comme on a un catalogue et que ce catalogue est classifié d'une certaine manière, on est bien obligé de dire que dans le catalogue, ce serait un livre qui correspondrait à tel ou tel âge. En revanche, sur le livre, nous ne mettons pas les catégories d'âge sur les livres. Et ça provoque des discussions insensées avec les représentants qui trouvent qu'on devrait le mettre. Je ne veux pas le faire parce que pour moi, chaque lecteur est unique et qu'après, on doit trouver un chemin en tant que lecteur pour trouver ce qui nous convient au niveau d'une intrigue, au niveau d'un langage, au niveau d'une difficulté. C'est très important que ceci reste libre, mais néanmoins, dans un catalogue, on est obligé de classifier. Mais si on prend maintenant le problème du côté de l'écrivain, il y a des écrivains qui se sont exprimés à ce sujet. Gripari disait que pour lui, il n'y avait aucune différence entre sa manière d'écrire, qu'il écrive pour adultes et pour enfants, et que simplement lorsqu'il relisait quelque chose, il se disait, c'est clair que ça c'est plutôt pour enfants que pour adultes, au niveau sans aucun doute peut-être d'une certaine simplicité de la langue ou de sujets qui peuvent intéresser, dont on peut imaginer qu'ils intéressent. Mais je crois que c'est important que ça reste extrêmement large et par rapport à la difficulté du vocabulaire, bien sûr, on se dit, quand on relit ensemble, on se dit, bon, est-ce que ce mot, vraiment, ça va passer, ça va pas passer? Moi, je suis d'avis qu'il faut laisser les mots difficiles, parce que ce n'est pas interdit d'aller chercher, j'allais dire un dictionnaire, mais plutôt taper sur Google. Et puis, pour autant que ça perturbe pas la compréhension du sens général d'une phrase. Mais il ne faut pas oublier que les enfants, depuis tout petit, naissent dans des contextes auxquels ils n'entendent rien. Et qu'on construit sa connaissance de cette manière, en poussant les choses, ce qu'on ne comprend pas. C'est très intéressant de lire, par exemple, avec des enfants, lire des contes traditionnels. J'ai 3 enfants, donc je lisais avec ces 3 enfants qui ne sont pas tripés, Dieu merci, donc ils ont des âges différents, et de voir comme, particulièrement avec cette matière-là, que le plus petit se débrouillait toujours pour comprendre, alors qu'il y a des choses assez difficiles. Donc c'est une question de structure de phrase, souvent, et l'important c'est que la structure de phrase soit compréhensible, il me semble. Et c'est ça qui fait peut-être la différence. Mais il me semble que quand tu écris, bon, toi peut-être que tu es un cas, si je puis dire, de quelqu'un qui pense assez à ce public, mais il y a d'autres gens qui n'y pensent pas du tout. Mais il y a une espèce d'évidence, ouais. C'est-à-dire que j'y pense sans y penser. Dans le sens j'y pense, mais je ne m'y efforce pas. Voilà, il y a une espèce de clarté là-dessus. Il y a une chose par rapport à justement aux lectures, aux lecteurs, il y a une chose qui est formidable avec les livres jeunesse, c'est qu'on va dans les classes. J'ai été dans plusieurs classes, je continue à aller dans plusieurs classes, souvent des gens qui lisent en groupe avant, voilà, avec l'enseignant, ou bien il y a des lectures, les élèves se lisent entre eux, puis après je viens, puis je réponds à des questions. Et bon, il n'y a jamais de questions sur la langue, enfin non, c'est pas vrai, ça arrive, mais ce qui est formidable, si vous voulez, c'est que c'est vraiment... D'abord, c'est privilégié de pouvoir le faire, ça c'est un fait. Et puis, dans ces moments-là, je me rends compte qu'en fait, au-delà de la langue, chacun de ces enfants qui me posent des questions, il est dans une attitude. Ah oui, c'est bien, oui, ça, oui, parce que moi,
Et il vient pour parler du livre. Et en fait, je dis souvent, c'est vraiment les livres, sont que des passe-paroles. Enfin, c'est vraiment, j'ai à la fois le plaisir de raconter une histoire, j'ai certaines muses dont on pourra parler après, mais in fine, le livre n'est qu'un passe-parole. Et j'ai eu des rencontres magnifiques, aussi parce que c'est le syndrome de l'autostoppeur. J'arrive dans une salle de classe, on peut me dire des choses parce qu'on ne me reverra pas le lendemain, c'est moins dangereux de me le dire à moi qu'à celui qui va rester là un mois, 10 ans, etc. Mais je me suis retrouvée dépositaire d'histoire dans des classes qui étaient très fortes, très émouvantes. Et en parlant après avec l'enseignante, il me disait, mais il ne m'a jamais dit ça, ou bien je ne savais pas, c'est vraiment cet exercice de la lecture et puis cette discussion qui sort, qui a permis de sortir ces bribes d'histoire. Et ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau, et puis ça nourrit l'envie de continuer à raconter, à rencontrer un public de ce type-là, les jeunes enfants. Et c'est drôle parce que les fils conducteurs qui sont les miens, les muses, pour reprendre ce terme, qui sont les miennes, ne sont absolument pas vues, ne sont absolument pas perçues, on n'en parle jamais. Et si vraiment on en parle, c'est parce que moi j'amène le sujet sur le tapis, mais c'est tout à fait autre chose qui se discute dans ces moments-là. Est-ce qu'il y a des enfants parfois qui te disent qu'ils écrivent ou alors à la suite de cette rencontre, ils ont l'intention de le faire? Alors, c'est drôle que vous disiez ça parce que ça fait pas si longtemps que ça que je pose la question aux enfants. Et vous savez, il y a cette idée généralement admise selon laquelle les enfants on ne lit plus, etc. etc. Bon, c'est vrai et c'est faux, mais ce qui est incroyable, c'est combien écrivent. Et des situations invraisemblables, je me trouve parfois, oui, on va dire dans des classes dites spéciales, avec des gens qui ont des problèmes d'apprentissage, des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, et puis qui s'écrivent, ils font des groupes d'écriture à 2, à 3, ils s'écrivent, ils s'envoient leurs histoires, enfin, des choses magnifiques. Et la plupart du temps, je dois dire, c'est parce que j'ai posé la question que tout d'un coup l'enseignant découvre qu'il a une classe comme ça où on écrit autant. Et la dernière histoire, je veux juste raconter cette anecdote parce que ça m'a touchée. J'étais dans le cycle à Genève, dans un cycle à Genève. Je pose cette question, il y avait une double classe de 9e année qui attendait patiemment la fin de l'heure parce qu'il y en avait la moitié qui avait envie de partir, ils s'en fichaient éperdument. Mais il y a tout d'un coup, ils ont commencé à parler écriture. Et puis, oui, tout le monde s'est tourné. Ouais, il y a Manon, elle écrit vachement bien, dame. Enfin, puis ça a été comme ça un moment. Et toute la fin de la discussion était sur l'écriture des enfants. Ils partent, la Christian, ils partent, et l'enseignante, un jeune enseignante de français, 3e année ou 2e année de pratique, elle était presque en larmes parce qu'elle me dit, mais je ne savais pas. Et puis, mais je n'avais pas entendu, je n'avais pas compris, mais si j'avais su. Et puis, elle me dit, elle a réagi surtout à une fille qui disait, ah, mais moi aussi, j'étais celle qui écrivait, à l'école primaire, j'étais celle qui écrivait les plus longues dissertations. Et puis, je dis, ah bon, et puis, enfin, le texte, voilà, libre. Puis, je dis, puis maintenant, puis elle a haussé les épaules, comme ça. Et puis, cette enseignante a repris, et puis a dit, mais. Vous vous rendez compte, si je les laisse faire à chacun une dissertation, j'en ai pour des heures de correction. Alors j'ai arrêté, mais quelle horreur. Et puis tout d'un coup, alors c'était joli, parce que voilà, moi j'étais un peu, comment. Et puis elle en prenait conscience, et qu'elle disait, non mais, il faut qu'ils écrivent, il faut que je les laisse écrire. Alors, pour des moments comme ça, vous voyez, c'est magnifique. Tu écrivais enfant Oui, j'ai toujours écrit des histoires. C'est-à-dire, d'abord, je mettais des mots et puis je faisais des grands dessins.
Et puis après, plus j'ai su écrire, plus j'ai articulé avec des mots, j'ai cessé de dessiner. Mais alors, comment la question justement de l'inspiration et puis de pour qui on écrit et pourquoi on écrit, j'ai plein d'images qui sont finalement tirées de discussions que j'ai eues avec des amis avec qui on se posait cette question un peu étrange, un peu mystérieuse, comment ça arrive. Et je reprends là vraiment l'idée d'un ami, parce que c'est bien comme ça chez moi que ça arrive, je ne sais pas chez vous comment ça arrive, mais il dit c'est un peu comme s'il y avait une radio qui était ouverte en permanence, puis tout d'un coup il y a un mot, une mélodie, quelque chose qui vous accroche l'oreille, et puis qui reste et qui ne bouge plus. Et tant que vous n'êtes pas retourné vers le récepteur pour écouter justement l'émission, ça reste là. Et puis vous vous en voulez si vous ne l'avez pas écouté, l'émission. Et c'est très précisément ça. Et puis une autre chose que j'aimerais dire, c'est que quelque chose qui s'avère, je trouve, de plus en plus, et puis peut-être on ne peut pas pouvoir poser la question qui écrit dans la salle, parce que moi je trouve que c'est une question qui doit être posée à tout le monde. Je ne sais pas, ceux qui écrivent peut-être seront d'accord avec ça. J'ai l'impression que c'est vraiment on écrit pour savoir quelle histoire on a envie de raconter. Quelque part, il y a vraiment, oui, il y a une histoire, oui, il y a une construction, oui, il y a quelque chose qui est, il y a une espèce de certitude à un moment. En tout cas, moi, quand j'ai une histoire, du coup, le personnage, je veux qu'il aille là, et puis j'aimerais qu'il se passe comme ça, et, que ça se passe comme ça, et puis tout d'un coup, ça vous échappe totalement. Tu dis, mais pourquoi ça m'échappe? Et puis à ce moment-là, tout d'un coup, quand on lâche prise, on se rend compte de quelle histoire on avait au fond envie de raconter, et puis de quelle émission de radio qui vous concerne, simplement vous, les questions. Et puis ça, c'est des choses dont je parle maintenant et dont on peut parler, mais je veux dire, c'est furtif, c'est essentiel, mais ça ne doit pas, à mon sens, apparaître dans le récit. C'est quelque chose qui fait partie de notre émission de radio, de notre radio personnelle. Mais qu'est-ce qui prime en fait? C'est ta relation avec le personnage, ou c'est l'intrigue, puisqu'on est chaque fois un peu dans un contexte policier? Mais alors, moi j'ai une formation d'architecte, comme tu le disais avant, et puis j'ai absolument besoin de connaître et de contrôler le décor de l'histoire, du quartier jusqu'à la chambre de chacun des personnages. Et en ce qui concerne les lieux, tout est absolument authentique et on peut faire le tour avec vous. Enfin, voilà, c'est vraiment Mérin, première cité de Suisse, c'est vrai, enfin, tout ça. Ici, comme il s'agit d'une quête, d'une rencontre entre deux personnages, c'est un road movie entre le San Paul Clé et presque le Fort l'Écluse. Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, c'est vrai, une intrigue, mais qui tient d'abord sur deux lignes. Et puis les personnages, et puis après, c'est comme un tissu. C'est-à-dire que c'est vraiment connaître tout ce qui constitue ces personnages, et puis connaître toutes leurs réactions dans l'intrigue dans laquelle je les ai mis. Et puis après, c'est une famille qui m'habite et qui est tout à fait indépendante de moi, finalement. Et quand je suis en écriture, je me promène d'abord dans les lieux, je me promène dans les appartements, je sais ce qu'il y a sur les murs de chacun des personnages chez eux, comment c'est. Et puis, il y a un moment où chacun de ces personnages prend une espèce d'autonomie. Et quand j'écris l'histoire, je me dis non, c'est pas possible. Ça peut pas continuer comme ça. Donc, quand j'écris, c'est vraiment aussi le procédé du projet d'architecture. C'est-à-dire que je commence avec une petite échelle, si vous voulez, l'échelle de la phrase, c'est l'échelle du croquis, du crevard sur un bout de papier. Et puis après, je développe le projet jusqu'à l'échelle de la mise en œuvre, jusqu'au 10e, au 20e, à l'échelle 1.1. Ça, c'est le moment où après, j'amène le texte en lecture. Et donc, comme dans un projet d'architecture, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas mettre ensemble une fenêtre qui doit aller dans un mur, dans une façade rideau.
ou si vous le faites, c'est à tel prix, à telle condition. Et je trouve qu'il y a vraiment, avec les personnages, une autonomie. Dès lors qu'on leur donne une vie, il y a une autonomie de ces personnages, et c'est à vous, c'est vous qui leur courez derrière, c'est pas eux qui vous suivent en disant qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et le plus fort je trouve, de l'exercice, c'est quand on écrit une histoire fantastique, parce que dès qu'on entre dans quelque chose qui n'est pas réel, on doit être absolument, totalement, complètement réaliste. Et vous avez tous vu E.T. Pour prendre un film fantastique, complètement, voilà. Eh bien, E.T., il y a des scénaristes et un réalisateur qui ont dit à un moment, ce personnage, il arrive dans sa... Et puis on voit une espèce de cocotte minute vapeur qui tourne comme ça. Franchement, si vous regardez cette image, c'est invraisemblable, mais ils vous mettent dans... Ils vous expliquent tout comme si ça s'était vraiment passé. C'est absolument nécessaire, sinon la chose ne fonctionne pas. Et on se retrouve dans la même dynamique. Et l'histoire de Nina au paradis, qui se réveille un matin avec une paire d'ailes qui lui sont poussées dans le dos, eh bien j'ai dû vraiment imaginer qu'est-ce que ça veut dire quand on est une jeune fille de 13 ans avec des pulls XXS jusque-là, qu'est-ce qu'on fait avec une paire d'ailes dans un t-shirt, et puis qu'est-ce que ça veut dire de danser le hip-hop, et puis comment physiquement on se tient. Donc voilà, excusez-moi, je parle beaucoup. Mais il y en a qui écrivent parmi vous. Ce qui m'amuse, me plaît et me séduit, j'ai pas mal publié, j'ai publié beaucoup dans le domaine policier, c'est cette définition que je retrouve de l'intrigue. Moi, j'ai toujours considéré que l'intrigue était accessoire, finalement. C'est un révélateur. Et c'est ce que ça révèle, l'intrigue, qui nous prend, qui nous conduit, qui nous balade, qui est important en réalité. Et ce sont les gens, ce sont des sociétés, ce sont des tissus, ce sont des décors propres ou figurés. L'intrigue est un lien. Alors, je ne dis pas que c'est la même chose pour chacun, mais j'ai cru comprendre un petit peu que ce regard est un même. Absolument. Avec peut-être cette différence que je suis a priori moins structuré, très précis, mais moins structuré, je ne fais pas de plus. Mais voilà, de toute façon, il n'y a pas d'autres techniques. Mais par contre, j'ai souvent eu face à moi des gens incrédules. Ça me fait plaisir de voir que c'est partagé. Je me disais, mais l'intrigue est secondaire. Donc souvent, les gens achètent un livre à intrigue, pour la qualité d'une intrigue, et ils sont venus. Mais encore une fois, c'est vraiment un exercice d'intimité, l'écriture. On construit, on reconstruit son monde, on reconstruit son émission de radio à travers... Tout ça, c'est un peu mystérieux comme les choses se font et comme les choses se font, surtout avec des enfants qui sont d'autant plus loin de moi, de nous. On se reconstruit, on reconstruit le monde de l'histoire, et puis cela évoque d'autres choses, et puis le plaisir. Je crois qu'on a envie d'écrire parce qu'on a tellement aimé écouter, et quand ça m'arrive d'avoir des mères qui viennent vers moi un peu très, mais sincèrement inquiète, hein. Je ris pas de ça parce que je comprends ce moment tellement fragile où on a envie que son enfant prenne les meilleures bases, et puis qu'ils me disent mais c'est affreux, il ne lit pas, puis c'est comme si tout l'avenir de leur enfant en dépendait. Et moi ça m'arrive de leur dire mais emmenez-le au cinéma, parce que en fait, je crois qu'il y a vraiment une gradation si on n'a pas le plaisir de la fiction, le plaisir de l'histoire qu'on peut se re-raconter, parce qu'on va voir un film et d'abord on voit bien sûr ce qu'il y a sur l'écran, mais on voit à chacun tout à fait autre chose, et puis si on n'a pas le plaisir de se re-raconter après, on n'a pas envie de poursuivre l'exercice. Une fois qu'on est seul, on n'a pas envie, qu'on est adulte, de prendre un livre. Parce qu'on ne sait pas. Et puis il y a un autre problème, ça c'est un problème, disons, on entre dans une autre catégorie de discussion, mais j'étais saisie et touchée de voir à quel point c'est
fréquent, c'est les enfants qui n'arrivent pas, qui ont un problème cognitif et qui n'arrivent pas à se projeter dans une fiction et qui lisent, et puis c'est vraiment arrivé. Alors là, j'évite de leur dire qu'en effet, il y a eu un vol, etc. Et puis que cette histoire-là, c'est pas loin de ça, et puis qu'il y a eu en effet un voleur, pas au centre Paul Klee, mais il y a vraiment ces problématiques-là qu'on rencontre quand on est un auteur jeune public, puis qu'on va à la rencontre justement de ces lecteurs-là. Est-ce qu'il y a des adultes qui se mettent à lire avec tes livres? Parce que quand le premier est sorti de La Secrète Famille, c'était touchant au sein du livre. Parce que j'ai vu des gens qui venaient chercher le livre sur Mérin. Oui, ça, le livre sur Mérin. Donc il avait entendu parler de cela. Je suis sûre que c'était des gens qui ne lisaient pas forcément. Alors je ne sais pas si ce sont... Excusez-moi. Oui. Il y a des choses que je n'arrive pas... disons, ce domaine pour moi, c'est un domaine exotique. Nous n'avons pas d'enfants, donc à la fois il me semble que c'est les adultes par le mineur, donc quelque chose d'un peu instrumental comme ça, c'est-à-dire comment on parle à telle population, c'est-à-dire et puis en même temps vous dites que c'est très intime. Alors, je ne sais pas, je n'arrive pas à mettre ces deux choses-là ensemble, je trouve. C'est mon problème. C'est-à-dire... C'est pas un problème, moi c'est une question que je me pose chaque fois. Mais il n'empêche que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je comprends très bien ce que vous dites. Parce que vous dites que vous n'avez pas d'enfants, moi j'ai des enfants, mais j'ai pas tous les enfants, vous comprenez, vous vous retrouvez chaque fois face à des gens très différents. Alors la question peut-être c'est pourquoi on écrit à un moment un texte et puis il ne pourrait pas être lu par un adulte. Moi je dis des auteurs jeunesse, vous voyez, et avec, je veux dire, avec un immense plaisir, des auteurs, on parlait de Gris Paris tout à l'heure, je peux vous dire que je me passe en boucle les histoires, tous les contes d'Harry Broca, mais ça m'émeut, ça me nourrit, puis on écoute ça avec mon fils qui a 13 ans maintenant, qui les écoute depuis l'âge de 6 ans, et puis il y a quelque chose, je crois qu'il n'y a pas, la question c'est qu'est-ce que c'est une bonne histoire finalement, et puis après il y a un langage, et puis après il y a l'envie d'aller vers, et puis après il y a des occasions de rencontre. Alors les occasions de rencontre c'est le rôle d'un éditeur qui décide à un moment de faire se rencontrer des publics, c'est vrai. Après la question de la bonne histoire, elle n'a pas de recette. Parce que moi, je passais mon enfance à lire Alexandre Dumas. Mais oui. Est-ce qu'Alexandre Dumas était un auteur pour mineurs? Alors je prends votre question au vol parce que évidemment on connaît tous les deux la réponse, mais Edith Bliton, qui a été le Club des 5, etc., est maintenant édulcoré, enfin édulcoré, pas édulcoré, c'est Mark Twain qui est édulcoré, il est ramassé par les éditeurs actuels parce qu'il est considéré trop lent, le style est considéré alangui et pas adapté à l'enfance actuelle. C'est un débat sans fin, sans fin dans le sens où je pense qu'il y a vraiment tout d'un coup quelque chose qui fait sens. Et si ça fait sens, c'est parce qu'il y a quelque chose qui construit une réalité. Moi, je peux vous dire quels sont les éléments que je mets en œuvre pour que cette réalité me semble correcte, me semble honnête. Et oui, j'écris des histoires qui sont très simples sous l'angle de l'intrigue, très simples sous l'angle du vocabulaire, en tout cas de la syntaxe, du vocabulaire peut-être pas pour tous les enfants. Et non, ça n'entre pas en ce moment dans une catégorie adulte, mais il y a des adultes qui lisent. Et pour vous dire, Mathilde Allard l'été, donc c'est Mérin. Mérin, pourquoi je l'ai placé à Mérin? Parce que Mathilde Allard l'été, j'avais envie de raconter l'histoire d'une petite fille, une jeune fille, qui tout d'un coup prend conscience,
il y a cette intrigue et cette histoire, je ne vous raconterai pas la fin. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle prend conscience tout d'un coup de son passé, elle prend conscience, elle rencontre des vieilles dames qui sont une des clés de l'énigme, elle les rencontre, elle entre en relation avec elles. Et ce faisant, elle prend conscience, elle se souvient de ce qui s'est passé avec sa grand-mère qui est décédée. Et c'est donc vraiment une histoire au-delà de l'intrigue, et tu as absolument raison, André, qui est quelque part transitoire, de comment tout d'un coup on prend conscience de là où on vient, de là où on est, de quoi on est fait. À quel moment tout d'un coup on se dit tiens, la dame, ma grand-mère, c'est aussi la mère de ma mère, donc ma mère a été comme moi. À quel moment ça se passe, comment? Donc j'ai mis cette histoire à Meyrin. Pourquoi? Parce que Meyrin, pas seulement parce que c'est la première cité de Suisse et puis parce qu'elle a des qualités urbanistiques, urbaines, architecturales formidables, mais aussi parce que Meyrin c'est une cité qui est construite sur des champs agricoles à distance du vieux village. Et puis que ces deux entités ont toujours été très distinctes, et puis qu'on a créé des liens, des routes, des trajets piétonniers et autres. Et comme je vous disais, vraiment j'ai besoin d'avoir un décor qui ressemble à l'intrigue de mes personnages. Et donc je me suis retrouvée à Meyrin face au club des aînés, qui trouvait que je parlais des vieilles dames un peu de façon bizarre. Et j'ai eu une rencontre avec l'antenne d'aide sociale aux aînés, à qui je ne fais pas jouer un très joli rôle, et mélangée avec une classe du cycle de la Golette. Ils ont lu le bouquin et puis ils se sont parlé les uns aux autres. Puis c'était extra, parce qu'il y avait une lecture différente de personnes, mais pas de génération. En revanche, il y en a qui ont dit ah oui, parce que... Alors moi, je suis vraiment étonnée de voir comment des enfants s'adressaient à la classe. Je suis vraiment étonnée de voir comment les adolescents peuvent lire et analyser avec autant de pertinence un texte. Puis eux, wow, yo, c'était extra. Mais voilà, donc... J'aimerais poursuivre ce que monsieur a initié tout à l'heure par rapport à Alexandre Dumas. À l'évidence, Alexandre Dumas, Jules Verne n'écrivait pas pour la jeunesse, d'écrivain qui écrivait. Il se trouve que même s'il y avait une façon de construire l'intrigue qui peut être facile à lire en quelque sorte, mais c'est pas ça le critère. Donc la littérature jeunesse, elle était autrefois extrêmement mièvre. Donc elle mièvre et puis surtout très moraliste. Donc il fallait faire des bons petits enfants bien sages. Ça a duré très longtemps, ça. Après, au XXe siècle, on a trouvé des textes où on avait des livres un peu très, très captivants. Captivants, je pense par exemple pour ce qui est la Suisse romande, le trésor de Pierrefeu ou le secret de la porte de fer. Je ne sais pas si vous savez ce chose-là. Et il me semble qu'aujourd'hui, disons depuis les années 70, il y a vraiment des écrivains qui s'installent dans le genre. Et dans notre catalogue, on en a de multiples exemples avec des manières très différentes d'aborder les textes. Moi, je crois, et d'aborder la littérature et le fait de l'acte d'écrire. Donc là, on est dans une autre mouvance que ce qui se passait par le passé avec des écrivains comme Dumas ou Jules. Tu as dit un mot que je veux juste reprendre, c'est quelque chose de très... Enfin, une histoire, une intrigue qui est construite et qui est très lisible. Je crois que je fais référence là au cinéma, parce que je suis une cinéphile absolue, puis j'ai un gars, mon garçon il a 13 ans, et puis il y a 3 ans, je regardais Laura de Otto Preminger. Et puis voilà. Et puis il a regardé ça, et puis il s'est assis à côté de moi, puis il a regardé jusqu'au bout. Puis, au-delà de l'anecdote, je veux dire, c'est tellement lisible. C'est tellement généreux. Voilà, toutes les portes sont ouvertes pour que chacun puisse entrer et y voir. Alors, il y a Vincent Price, c'est le premier rôle de Vincent Price qui joue un affreux, évidemment, qui a fait que ça a toute sa vie. Et puis, l'histoire est un peu folle à la fin, mais on est invité dans l'histoire de ce réalisateur.
Donc voilà. Après, il y a des thématiques, après il y a des thèmes, et après il y a des détails qu'on n'a pas envie, il y a des choses que j'ai pas envie de raconter à des enfants. Jamais. C'est aussi une question qui est posée des tas de fois, mais s'agissant justement de ce public jeune, est-ce qu'il y a une identification de personnage? Est-ce que ça compte dans la construction? Est-ce qu'au contraire, il y a le maintien d'une certaine distance? Comment fonctionnent les jeunes gens que tu parles? J'ai jamais osé leur demander s'ils s'identifiaient à l'un ou à l'autre des personnages, mais il y a eu par exemple des moments très durs où dans un des livres je parle des moments un peu, disons, violents qui peuvent avoir lieu dans les préaux. Et il y a des filles qui ont dit oui, parce qu'avec elle et elle, c'est comme ça se passe chez nous, si tu veux. Donc c'est plutôt, encore une fois, en tout cas dans la discussion que j'ai avec eux, ils me racontent plutôt des événements de leur quotidien, mais je ne sais pas s'ils s'identifient. Et si la question, si moi je m'identifie, parce que ça c'est une autre question, parce qu'en effet, je dis quand on écrit, on est tout le monde à la fois, on est habité par l'ensemble des personnages et en fait je me suis rendu compte à quel point tous les personnages que je raconte sont nourris par des personnes autour de moi, par mon histoire, etc. Mon mari m'a dit en lisant certains livres, je veux dire royalty, mais je vous assure que c'était pas conscient. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du lâcher prise et puis une espèce de... C'est un peu comme quand vous faites de la brasse coulée. Ben moi, je nage toute l'année dans le lac et je fais cette comparaison parce qu'il y a cette espèce de libération quand vous plongez dans l'eau puis vous voyez quelque chose comme ça et puis c'est tellement clair et c'est juste un moment et c'est ça qu'il faut saisir parce que c'est une espèce de moment parfait, quoi. Et puis il y a quelque chose qui nourrit comme ça l'histoire et les personnages. Mais donc je dois être partout dans ces personnages sans m'en rendre compte vraiment. Et j'ose pas. Je le dis un peu en riant parce que Léna qui a volé la marionnette, c'est une adolescente de 13 ans qui est une épouvante. Et puis je leur dis, moi c'était pas moi, j'étais une adolescente délicieuse, pas vrai. Mais là ça les fait rire parce qu'évidemment je leur raconte une histoire vraie. J'étais une fois dans la ville, je sais pas, du côté du boulevard Helvétique, pour vous dire, dans un endroit où il n'y a pas forcément des choses folichonnes pour une petite touriste de 13 ans, puis elle était avec ses grands-parents qui avaient un plan, puis qui cherchaient le musée d'art d'histoire, mais ils étaient trop bas, et puis il y avait cette grande gigue derrière moi, je me suis retrouvée, parce que j'étais évidemment à l'âge où on change, et puis on n'est pas appareillé partout en même temps, au même moment. Il y avait cette espèce de grande gigue derrière qui était... Puis chaque fois qu'il y avait un petit rebord, elle s'asseyait pour bien montrer qu'elle était épuisée. C'était quoi cette histoire? Alors je leur raconte ça, et puis évidemment, ça ne peut pas ne pas les faire penser à des moments qu'eux vivent avec leurs parents, parce qu'on a tous eu des trucs un peu comme ça. Mais voilà, mais je n'ose pas leur dire, et puis vous, alors, c'est compliqué. Il y a deux choses qui m'ont intriguée, parce que j'ai lu l'active de l'été, j'ai lu seulement ça. Et ça recoupe un peu toutes les questions qui ont été posées. Il y a un moment où vous utilisez le tableau, le portrait de l'oncle Charles, et le visage change, enfin la perception du visage de Charles change avec les émotions qu'éprouve Mathilda. Et on ne sait pas au fond si c'est le tableau qui change réellement ou si c'est simplement Mathilda qui projette ses propres émotions. Et à propos de la littérature pour adulte, ça m'a vraiment fait penser à une forme de jeu amusé de parodie avec le portrait de Dorian Gray. Les choses ne sont pas aussi séparées. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait intentionnellement ou c'est purement fortuit? Non,
C'est vraiment... il y a vraiment ce jeu, en effet, de la... Enfin, c'est un jeu. C'est presque une convention, on va dire, de cette idée que dans le fantastique, surtout à la première personne, puisque vous l'avez entendu et puis vous l'avez lu toujours à la première personne, est-ce que tout ce que le narrateur, est-ce que tout ce que le héros voit est vrai, ou est-ce que c'est une projection de son imagination? Et ça, c'est une question qui, alors, justement, perturbe beaucoup plus que ce que j'imaginais les jeunes lecteurs. Parce qu'ils aimeraient quelque chose qui soit d'un genre défini. Et comme je rentre tout d'un coup dans le fantastique, dont je suis vraiment très... ce qui est une littérature qui a nourri toute mon enfance, ils sont assez décontenancés, c'est des grandes discussions justement. Et je les laisse libres de leur décision finale. Est-ce que Mathilda l'a vraiment vécu ou est-ce qu'elle l'a imaginé? En tout cas, le dernier chapitre brouille un petit peu les pistes, mais laisse tout le monde libre finalement de sa décision. Aussi, à propos du dernier chapitre, moi ça m'intrigue. Comment vous avez eu l'idée d'utiliser au fond comme le dernier élément catalyseur qui projette Mathilda vers une autre géographie humaine et aussi terrestre, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie et la relation possible avec ce jeune homme. Vous avez utilisé deux personnages, cette petite fille qui se livre à ces rituels, donc elle se livre de tous les enfants, c'est-à-dire on essaie d'apprivoiser l'imprévu, le danger avec des gestes, par exemple avant d'aller se coucher, on prend l'ours, il y a tout le conte qui est raconté, on ferme la porte, on met la lumière. Et cette petite fille, vous détournez un peu ce rituel parce qu'au fond, elle n'utilise pas pour se protéger elle, mais pour protéger la Nouvelle-Calédonie des tremblements de terre. Et avec Jeanne, qui est au fond un personnage presque classique. Quand vous avez un trio de vieilles dames, il y a toujours la folle, la personne un peu plus équilibrée, et puis la personne qui est vraiment austère, rigide, un peu comme ça, un peu coincée. Et cette personne, au fond, elle va être prouvée d'une générosité incroyable. Elle ouvre vraiment, en l'espace d'une toute petite remarque, elle ouvre des horizons incroyables. Comment ça s'est développé à travers... Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà dans votre esprit quand vous avez commencé le livre, ou est-ce que c'est quelque chose qui a surgi comme ça avec le déroulement de l'histoire? C'est compliqué parce qu'il y a... D'abord, le trio de vieilles dames, c'est mes trois grands-tantes. Elles sont vraiment... Et elles étaient vraiment comme ça. Et... il y a toujours quelque chose qui m'importe dans les histoires que j'écris, c'est peut-être le fil conducteur de tout, c'est de raconter finalement le plaisir d'être avec les personnes qu'on aime. C'est vraiment une espèce de chaque personnage, chaque héroïne découvre in fine ça, se découvre elle, et du coup prend conscience des personnes qui sont autour d'elle et de ce qui est essentiel pour moi. Et ce que j'ai envie de raconter finalement aux enfants, c'est qu'il y a tout d'un coup un moment quelque chose qui est de l'ordre du lien avec quelqu'un et qui nourrit toute une vie. Et je crois que c'est quelque chose tout d'un coup on comprend à travers les détails, des petites choses. Tout d'un coup, c'est des petits détails dont parlait Mathilda avant. Tout d'un coup, c'est un regard, c'est une attention. Tout d'un coup, on sait que, voilà, la vérité d'une relation est là. Et puis, j'avais vraiment envie de raconter ça avec Mathilda et avec Jeanne, surtout. Et je ne savais pas du tout comment... Enfin, je ne savais pas comment le faire au début. Puis c'est venu une fois. Ouais. Tout d'un coup, c'était vraiment une phrase qui m'est venue pendant la nuit. Enfin, je me suis réveillée en me disant, voilà, Jeanne, elle va dire ça. Et bien, ça, c'est magnifique. Je trouve. C'est vraiment étonnant. Merci, ça me touche énormément. Vous dites des choses tellement importantes et l'air de rien comme ça. Et ça vient de quelqu'un dont on ne s'attend pas du tout. Parce que
il y a toujours le jeu entre les apparences. Tout le livre est aussi un peu là-dessus entre les apparences et la réalité. Hein, elle a le signe dans sa sacoche, donc on pense qu'elle a volé, en fait elle n'a pas volé. Le jeune homme qui est cuisinier, les gens ne sont jamais exactement ce qu'ils paraissent. Écoutez, je vous remercie pour votre lecture, ça me touche énormément. Rien à ajouter ça, je suis... Il y a aussi un penchant des livres pour adultes et enfants et de niveau. Je crois que Tolkien a très bien résumé le problème en disant que les livres pour enfants devaient être comme les vêtements. Ils devaient être confortables, c'est-à-dire assez grands pour que les enfants puissent bouger à l'intérieur, se sentir à l'aise et aussi grandir. Je crois que ça résume. Sans parler des ailes, il faut bien. Surtout quand on a des ailes. Je vous remercie, je retiens cette phrase aussi, qui est très belle. Y a-t-il une dernière question? Oui. Ouais, mais ça veut dire qu'il y avait un côté dans ce que vous avez lu, ce que vous parlez, un côté un peu familial comme ça. Il y a vos tantes, mais aussi sa famille, après il y a le père. Et puis, madame a fait référence à Jules Verne. C'est pas que je vous compare, mais il y a un côté dans l'architecture de quelque chose de plus grand, de la cité, de la ville. Et pour moi, par exemple, Jules Verne, c'était la science qui venait, on allait sous les mers, où on trouvait, je sais pas, des messages, etc. Ou les trois mousquetaires. C'était comment on devient un homme, hein, l'amitié virile, etc. Comment on devient, je ne sais pas, ou baron, ou clergyman, etc. Enfin, donc, je me demandais de façon plus globale comme ça, qu'est-ce que les adultes ont à dire de ce monde en train de... Parce que je trouve qu'on vit une époque très bizarre, mais de changements énormes. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire? Disons, d'une certaine façon, Jules Verne disait, oui, la science, faites des sous-marins, faites des je sais n'importe quoi. Et puis l'autre, lui, devenait des hommes. Et puis, finalement, qu'est-ce que les adultes peuvent dire aux mineurs? Quel monde on va devenir? C'est une question. C'est vrai que Jules Verne, il y a cet élan, la science est formidable, la science est la force, et finalement le monde nous appartient, alors prenez-le. Je comprends ce que vous dites par rapport à une période qui est la nôtre actuelle, qui ressemble à bien des égards à un renouveau du 18e, 19e, c'est-à-dire on est dans la, je ne sais plus combienième révolution industrielle, mais à bien des égards, on est dans quelque chose qui pourrait s'assimiler à ce qui a prévalu au développement de la cité industrielle et à toutes les révolutions techniques, de matériaux, d'architecture et sociales qui ont suivi. Ça, c'est quelque chose que je raconte à mes élèves architectes, parce qu'on est vraiment, en effet, dans une espèce de moment transitoire passionnant. Ce que je raconte aux élèves, aux enfants à qui je raconte ces histoires, je raconte plutôt la conscience. Je vais le dire clairement, c'est que des jeunes filles en fait, ces héros, ce ne sont que des héroïnes. Non pas que je sois épicène et puis que je réponde à des quotas, mais parce que je connais bien les filles en étant une moi-même. Et si vous voulez, ce moment de transformation, je reviens à ce que je disais au début, est tellement particulier. Je veux dire, il y a un moment tout d'un coup où, à l'adolescence,
quelque chose change chez vous pour toujours. De même que quand tout d'un coup vous avez un enfant, de même que quand tout d'un coup vous n'aurez plus jamais d'enfant. Il y a comme ça ces moments-là. Et c'est quelque chose que vous ayez des enfants ou pas. D'ailleurs, c'est des moments de la vie où vous vous transformez et vous avez une occasion de conscience des choses qui est particulière. Et c'est ça que j'ai envie de raconter en fait à ces enfants. Alors oui, c'est très intimiste, en effet, parce que, comme vous l'avez entendu, ce que je développe là est plutôt de la vision intérieure et de la question intimiste. Et oui, je l'intègre dans une intrigue plus large, mais qui est toujours domestiquée. Et ça, c'est un plaisir, c'est un tic et un plaisir à la fois d'écrivain, c'est-à-dire qu'il y a le rapport entre l'ancien et le nouveau ici, donc c'est la cité Mérin. Dans le secret de famille, il y a un secret, tout se passe au Lignon, parce que le Lignon, c'est une barre, et puis soit vous êtes dans la cité, soit vous êtes en dehors, vous n'êtes pas dans un intermédiaire. Et c'est vraiment la question de cette famille qui doit se réfugier avec son secret du reste de la cité. Qui a volé la marionnette, comme je l'ai dit, c'est une rencontre, donc c'est un road movie. Et Nina au paradis, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est noyée dans sa colère, qui est perdue dans un moment de sa vie, et elle est dans la cité Vieux-Seux, qui est une cité qui a été complètement absorbée par une urbanisation successive et dont on ne connaît plus les contours, à tel point que si vous allez à Vieux-Seux, il y a un plan pour vous retrouver, ce qui est quand même un comble, je veux dire. Et donc, si vous voulez, alors ça c'est des choses que je raconte justement quand je vais en classe. Des fois, je viens même avec des... On ne dit plus acétate, maintenant on dit PowerPoint, mais c'est la même chose. Je leur dis, puis vous connaissez, vous avez été au Lignon, puis quand vous êtes à Choulé, il n'y en a pas un qui a été au Lignon. Puis, enfin, vous voyez, puis là, on rentre dans quelque chose d'autre. Mais c'est vrai que dans l'écriture, je suis dans quelque chose, en effet, oui, plus intimiste. Et Dieu sait si j'ai adoré Alexandre Dumas, c'est tout le moment. Et Dieu sait si j'adore toute la littérature steampunk qui fait tellement référence justement à Alexandre Dumas. Et puis, enfin, voilà. Donc, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'essaye d'apprendre à faire. Je crois qu'on pourra vous écouter pendant des heures. Merci. Malheureusement,